Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à l'axe 2, intitulé « Le défi de la construction de la paix ». Bonjour, la problématique qui va nous guider est assez directe et en fait elle est au cœur de toutes les sources. Comment construit-on la paix entre les États depuis le XVIIe siècle? C'est une question immense. Pour y répondre, on va se concentrer sur deux moments clés, deux modèles très différents. Oui, tout à fait. On va donc procéder en deux temps. Premièrement, on analysera la construction de la paix par les traités, avec un exemple fondamental, les traités de Westphalie de 1648, qui mettent fin à la terrible guerre de 30 ans. Et ensuite, deuxième partie, on examinera une autre approche, la tentative de construire la paix par la sécurité collective. Et là, on se penchera sur l'ONU, sous les mandats de Kofi Annan, de 1997 à 2006. Deux époques, deux philosophies pour un même objectif. C'est parti! Commençons donc avec ce premier modèle. Comment est-ce que les traités de Westphalie, en 1648, arrivent à instaurer la paix en Europe après une guerre aussi longue et brutale? Alors, pour bien comprendre la portée de ces traités, il faut se représenter ce qu'était la guerre de 30 ans. C'est 30 années, de 1618 à 1648, De violence inouïe. Oui, les sources sont très claires là-dessus. Le préambule du traité de Münster, par exemple, il parle d'une longue et rude guerre, d'une grande effusion du sang chrétien et la désolation de plusieurs provinces. Les mots sont forts. Ils le sont. Et c'est un conflit d'une complexité folle. Ça commence comme une guerre de religion, les princes protestants d'un côté, l'empereur Habsbourg catholique de l'autre. Mais ça devient très vite politique. L'exemple le plus connu, c'est la France. Un royaume catholique. Dirigé par un cardinal, Richelieu. Oui. Et qui va s'allier avec les princes protestants. Ça semble totalement paradoxal. Ça l'est si on regarde uniquement la religion. Mais l'objectif de Richelieu, il est purement géopolitique. Il voit que la France est encerclée par les Habsbourg, qui règnent en Espagne et dans le Saint-Empire. Pour lui, c'est une menace existentielle. Il faut donc affaiblir les Habsbourg, peu importe les alliances. Exactement. Et ça donne cet enchevêtrement incroyable de conflits entre États, mais aussi de guerres civiles à l'intérieur de l'Empire. C'est toute l'Europe qui est à feu et à sang. Et au milieu de ce chaos, comment est-ce qu'on arrive à négocier? On lit que les pourparlers ont commencé dès 1643, ça a duré 5 ans. 5 ans, oui, c'est immense. C'est long parce que, d'abord, la méfiance est totale. On n'arrive même pas à se mettre d'accord sur un lieu unique. Donc, les catholiques se retrouvent à Münster et les protestants à Osnabrück. Il faut une médiation neutre, j'imagine. Oui, la République de Venise. Et surtout, il faut bien comprendre que pendant ces 5 ans de discussion, la guerre, elle, continue Attendez, ils négocient la paix pendant que les armées continuent de se battre. constamment. Chaque bataille, chaque victoire ou défaite pouvait changer le rapport de force à la table des négociations. C'est ce qui explique cette longueur. Jusqu'à la signature en 1648. On parle des traités de Westphalie au pluriel. Oui, c'est un ensemble d'accords, et cet événement est un tournant diplomatique. On a ce fameux tableau de Gérard Terborch, la ratification du traité de Münster, qui montre les 77 plénipotentiaires en train de prêter serment. C'est solennel. C'est vraiment l'acte de naissance des grands congrès internationaux. D'accord. Alors, quelles sont les conséquences concrètes? Qu'est-ce qui change sur la carte de l'Europe? De la Suisse. Ensuite, il y a des gains territoriaux pour les vainqueurs, la France et la Suède notamment. Et donc, s'il y a des vainqueurs, il y a un grand perdant. Ah oui, il est très clair. C'est l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Son rêve d'une Europe unie sous la bannière des Habsbourg et du catholicisme s'effondre. Comment ça se traduit? L'empire est amputé, mais surtout, il est affaibli de l'intérieur. Les quelques 350 princes allemands obtiennent ce qu'on appelle la souveraineté territoriale. En clair, ils ont le droit de nouer leurs propres alliances. L'autorité de l'empereur elle est brisée. Et sur la question religieuse, qui était quand même l'étincelle de départ, C'est un point fondamental. Les traités consacrent la division religieuse. L'empereur doit reconnaître le protestantisme sous ses formes luthériennes et calvinistes. On reprend le principe de 1555, cuius regio et jus religio. tel prince, telle religion. Oui, mais on l'assouplit. Désormais, un prince peut changer de religion à titre personnel sans forcer ses sujets à faire de même. C'est une étape, disons, vers une forme de tolérance. Et ça met fin aux grandes guerres de religion en Europe. C'est donc bien plus qu'un simple traité de paix. C'est une refondation complète des relations entre les États. C'est exactement ça. On appelle ça la naissance du système westphalien. Un système qui va dominer les relations internationales jusqu'en 1914. Rien que ça.
L'analyste Arnaud Blin le résume en 3 concepts directeurs. D'accord, voyons voir. Quel est le premier? Le premier, c'est l'équilibre des puissances. L'idée, c'est qu'aucun État ne doit devenir assez puissant pour dominer tous les autres. La paix repose sur une sorte de surveillance mutuelle. Logique. Et le deuxième? C'est le principe de la souveraineté de l'État. Chaque État est le seul maître chez lui, à l'intérieur de ses frontières. Il n'y a plus d'autorité supérieure, ni le pape, ni l'empereur. Et le troisième principe découle directement du deuxième, j'imagine. La non-ingérence dans les affaires intérieures d'un autre État. Si chacun est souverain chez soi, alors on ne se mêle pas des affaires du voisin. Équilibre, souveraineté, non-ingérence, c'est l'ADN des relations internationales modernes. Un système qui a donc fonctionné pendant près de 3 siècles, mais qui s'est effondré de façon spectaculaire avec les 2 guerres mondiales. On passe donc à notre deuxième partie. L'échec de ce système a mené à une nouvelle idée, celle de la sécurité collective, et donc à l'ONU. Oui, on fait un bond dans le temps. Après le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, on crée l'ONU en 1945. La mission fondamentale, elle est dans l'article 1 de la charte, maintenir la paix et la sécurité internationale. Il y a cette phrase très juste de Dag Hammarskjöld, un ancien secrétaire général. L'ONU n'a pas été créée pour nous emmener au paradis, mais pour nous sauver de l'enfer. Ça résume bien l'ambition et aussi ses limites. Tout à fait. Et le principe change radicalement par rapport à Westphalie. Avec la sécurité collective, la sécurité d'un État devient l'affaire de tous. Si un pays est agressé, tous les autres doivent réagir. L'organe qui décide, c'est le Conseil de sécurité, avec ses fameux 5 membres permanents qui ont un droit de veto. Et c'est là que le système a vite montré ses limites. Ben oui, pendant toute la guerre froide, l'usage systématique du veto par les États-Unis et l'URSS a complètement paralysé l'organisation. Il faut attendre la fin de la guerre froide, après 1991, pour qu'il y ait une sorte de nouveau souffle. Et c'est dans ce contexte qu'arrive Kofi Annan, diplomate ghanéen, qui devient secrétaire général de 1997 à 2006. On l'a parfois appelé la rockstar de la diplomatie. Il incarnait un grand espoir de renouveau pour l'ONU. Oui, il arrive avec une vraie vision. Il veut diversifier les actions, faire de la diplomatie préventive, des médiations. Et surtout, il va promouvoir une idée qui est une rupture totale avec Westphalie, le droit d'ingérence pour raisons humanitaires, qui deviendra la responsabilité de protéger. L'idée que la souveraineté d'un État n'est pas un chèque en blanc pour massacrer sa propre population. C'est ça, que la communauté internationale a le droit et même le devoir d'intervenir. Évidemment, c'est très controversé, mais ça a mené à des succès. Comme en Sierra Leone, Exactement. La mission MINUSIL, de 1999 à 2005, est un succès marquant. Après une guerre civile d'une sauvagerie absolue, les casques bleus ont réussi à désarmer 75 000 ex-combattants. C'est la preuve que, parfois, ça peut marcher. mais le bilan de Kofi Annan est quand même très mitigé. Il y a aussi des échecs très lourds. Oui, des réussites, il y en a eu d'autres. Ils soutiennent la création de la Cour pénale internationale, il évite une guerre en Irak en 98 en allant négocier lui-même avec Saddam Hussein. Mais il y a des limites et des échecs cuisants. L'Irak, justement. Mais en 2003. Voilà. L'échec majeur. Son incapacité est celle de l'ONU à empêcher l'intervention militaire des États-Unis en 2003. Une intervention menée sans mandat du Conseil de sécurité et qu'il qualifiera lui-même plus tard d'illégale. Là, on est en plein retour à la politique de puissance westphalienne. Une grande puissance décide d'agir seule et l'ONU ne peut rien faire. C'est ça, c'est l'illustration de ce que certains appellent une ONU à la carte, que les puissances utilisent quand ça les arrange et ignorent le reste du temps. La caricature de Plantu à l'époque était terrible. On voyait George W. Bush qui fonçait en ignorant l'ONU. Et l'autre grand échec qu'il a lui-même reconnu, c'est l'impossibilité de réformer l'institution. Oui, il s'est battu pour ça. Il disait que le Conseil de sécurité reflète le monde tel qu'il était en 1945, pas celui d'aujourd'hui. Il voulait faire entrer de nouveaux membres permanents, l'Allemagne, le Japon, l'Inde, limiter le droit de veto. Mais il s'est heurté à un mur. Au mur des 5 membres permanents qui, évidemment, n'ont aucune envie de partager leur pouvoir. C'est un échec qui fragilise l'ONU sur le long terme. Comme le conclut un journaliste, Philippe Bolopion, l'avenir de l'ONU est incertain car certaines puissances préféreront toujours une ONU à la carte et non pas à la charte. Voilà pour ce chapitre. Nous vous souhaitons de bonnes révisions.